Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle webconférence organisée par Vetinweb. Ce soir, nous allons aborder le sujet des intoxications et les risques pour vos animaux de compagnie à la maison. Pour aborder ce thème, nous avons le docteur vétérinaire Fred Gobina qui sera avec nous, qui est vétérinaire au Centre national d'information toxicologique vétérinaire. Vous pourrez tout au long de cette conférence poser des questions via l'onglet chat. Et puis, à un moment donné, le docteur vous indiquera un sondage. Vous pourrez participer à peu près à mi-parcours de la conférence. Donc voilà, je lui laisse toute la place et puis bonne conférence à vous. Merci. Bonjour à tous. On m'entend bien toujours, ça n'a pas de bug. Donc je me présente, je m'appelle Fred Gobina, donc vétérinaire permanent au CNITV, donc plus précisément le Centre national d'information toxicologique vétérinaire. Donc, pour vous présenter un peu le CNITV, c'est une association en fait, loi 1901 qui fait tourner, donc qui gère un centre antipoison vétérinaire, c'est-à-dire un standard téléphonique ouvert à tous de 7 jours sur 7, de 8h30 à minuit, pour assister les professionnels et les particuliers à la prise en charge des intoxications animales. Donc, on est plutôt orienté vers les vétérinaires, mais c'est aussi ouvert aux particuliers. Donc vous voyez sur le diaporama, on reçoit quand même pas mal d'appels par an, 23 000 appels par an. Et donc tous ces appels sont collectés dans une base de données qui nous sert du coup ensuite à réaliser des articles, des études et à diffuser ensuite la connaissance aux particuliers et aux vétérinaires qui en ont besoin. Donc notre but c'est vraiment d'assister les professionnels, les vétérinaires qui sont au chevet de leurs patients et qui parfois peuvent avoir besoin d'assistance pour la connaissance ou la prise en charge des intoxications qui, vous allez voir, peuvent être très variées chez nos animaux de compagnie. Donc, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, du coup, c'est les risques à domicile, les risques que les animaux peuvent rencontrer à domicile. Nous allons voir du coup, faire une revue générale des intoxications qui peuvent arriver à la maison. Puis ensuite, comment réagir, comment vous pouvez réagir à la maison et quand il faut absolument faire appel au vétérinaire. Et enfin, on va voir cas par cas quelques cas d'intoxication fréquentes qui peuvent arriver du coup, enfin, qui sont un peu les tops des intoxications qu'on peut rencontrer chez nos animaux de compagnie à la maison. J'ai à côté de moi aussi ma collègue Ameline Hazan, vétérinaire aussi, qui pourra potentiellement intervenir s'il y a besoin de compléter mes informations. Donc on va commencer. Donc quel risque d'intoxication à la maison? Donc présentation générale déjà des intoxications. Donc faut savoir que c'est un phénomène très fréquent à domicile. Donc déjà pour reprendre un peu la définition générale des intoxications, donc c'est toute exposition à un produit qui peut entraîner des effets nocifs sur les animaux et compagnie. Donc c'est une exposition qui peut se produire par ingestion, donc l'animal avale le produit, ou aussi par contact cutané, ou contact au niveau des yeux, du nez, des muqueuses, ou par inhalation, donc des produits toxiques. Donc c'est un phénomène que je disais qui est très fréquent. On n'a pas de statistiques précises, mais c'est quelque chose qui arrive très très souvent en clinique vétérinaire. Et pour représenter un peu le volume que ça peut prendre, sur les 200 antipoisons vétérinaires français qu'il y a en France, ça représente environ plus de 30 000 appels par an sur ces 200 antipoisons. Donc sur ces cas, le chien est très représenté, hein. C'est un animal qui un comportement qui fait qu'il peut être amené à manger ou à se retrouver exposé à beaucoup de toxiques. Donc vraiment c'est son comportement naturel qui veut qu'il explore et qu'il consomme facilement les choses. Et on sait que donc la grande majorité de ces intoxications, nous ce qu'on a dans notre base de données, la grande majorité, donc presque 90 sont des cas qui arrivent à la maison, donc ou à l'extérieur de la maison, donc dans le jardin ou le garage. Donc c'est souvent des accidents, mais il peut aussi avoir, rarement, mais de manière non négligeable, des cas aussi où c'est du mésusage en fait des particuliers, des propriétaires qui donnent un produit qu'il fallait pas donner à leur animal, donc en particulier des médicaments. Et puis rarement, il y a aussi des cas de malveillance. C'est quelque chose qui est parfois suspecté ou des fois, on craint, mais en pratique, c'est quand même quelque chose qui heureusement est quand même très rare.
Donc, comme je disais tout à l'heure, ces intoxications peuvent arriver par ingestion, inhalation, contact cutané, mais aussi par voie mixte, hein, c'est-à-dire un animal, par exemple, qui va prendre un produit sur sa peau, mais qui va aussi se lécher et du coup ingérer le produit. Donc, on va passer déjà en revue pour commencer à peu près tous les toxiques qu'on peut rencontrer à la maison. Donc, il y en a beaucoup, hein. Le but, c'est pas de vous alarmer, mais c'est de montrer que, comme pour les enfants, il faut essayer de connaître un peu ce qui peut être problématique à la maison pour pouvoir se prévenir tout risque. Donc, là, dans le salon, comme vous pouvez voir sur la photo, et le 1er risque qu'on peut des fois rencontrer, c'est les plantes d'intérieur, hein, qui peuvent être toxiques pour les animaux de compagnie, donc le lys, le ficus, par exemple. Ça va être des produits ménagers aussi, que ce soit des produits insecticides ou des huiles essentielles qui peuvent être en diffusion. Ça va être les aliments, le chocolat, caché dans le placard ou des chewing-gums, qui peuvent être toxiques aussi, certains, pour les chiens. Et enfin, il peut y avoir d'autres produits un peu plus rares, mais qui sont quand même fréquents, la cigarette, ou des drogues comme le cannabis. Dans la cuisine, on va trouver autre chose, d'autres types de produits, donc bien sûr, forcément les aliments. On peut reciter bien sûr ici le chocolat, hein, mais il y en a aussi d'autres, donc les oignons, les pommes de terre, le raisin chez les chiens et plus rarement quand même, il y a aussi le café et les alcools qui peuvent être, amenés à intoxiquer nos animaux de compagnie. D'autres produits ménagers, des détergents, tous les produits qui peuvent être caustiques, les produits nettoyants pour le four et autres. Et aussi, il faut aussi les citer, les toxiques aérifères, en particulier, je pense en particulier aux propriétaires d'oiseaux, qui sont très sensibles à certains gaz et certains fumées qui peuvent les intoxiquer. Donc dans la salle de bain, il y a une autre liste de produits avec les produits ménagers bien sûr, mais aussi les médicaments, qu'on peut retrouver du coup en pharmacie. Donc le paracétamol qui peut être donné du qui peut être «découvert» entre guillemets par les animaux, lorsqu'ils sont laissés tout seuls, mais aussi des fois donné par les propriétaires, pour les traiter et qui peut être toxique du coup. Et donc aussi des produits vétérinaires, hein, vermifuges, antiparasitaires ou d'autres produits cosmétiques, qui peuvent être, selon le cas, soit irritants, soit caustiques. Et enfin, donc, à l'extérieur de la maison, dans le jardin et le garage, il y a aussi une liste de produits, qui peuvent être problématiques, donc, à commencer par les plantes, les tulipes, le laurier rose, le muguet, qui peuvent être toxiques chez les chiens. D'autres produits phytosanitaires qui sont plus ou moins problématiques aussi, les engrais, les herbicides. Bien sûr, les animaux et les autres insectes, donc en premier lieu, la chenille processionnaire, mais aussi les crapauds, abeilles, guêpes et enfin, il y a d'autres produits qu'on peut trouver dans le garage comme les liquides de refroidissement, l'antigel et des produits anti-nuisibles comme les raticides, les souricides anticoagulants qu'on va pouvoir voir un peu plus tard dans l'exposé. Donc, en résumé, est-ce qu'il y en a du coup partout ces produits toxiques? La réponse est un peu oui. Il y a une grande diversité de produits potentiellement dangereux qu'on peut retrouver, un peu partout dans la maison, hein. Donc ça, c'est pour les animaux, mais c'est aussi pour nous, les humains. La plupart des produits qu'on peut utiliser peuvent être aussi toxiques selon, la voie d'exposition. Mais heureusement, quand même, toutes les expositions ne sont pas des véritables intoxications qui vont provoquer un animal, qui vont provoquer la maladie d'un animal. Donc vraiment, ce qui est important là-dessus, c'est du coup se renseigner et donc avoir les informations les plus précises possibles sur le toxique et aussi sur l'animal, qui va nous permettre du coup de savoir si l'animal est en danger ou pas. Donc c'est ce qu'on va voir du coup ensuite dans la prochaine partie. Donc, comment réagir à domicile lorsque j'ai l'impression que mon animal a pu, être exposé à un produit toxique? Alors, donc première chose à faire, donc, bien sûr, c'est se rapprocher d'un professionnel, d'un vétérinaire. Donc dès que vous avez une suspicion d'intoxication de votre animal, quand c'est possible, il faut quand même essayer d'appeler, votre vétérinaire pour lui transmettre les informations les plus complètes possibles sur le toxique. Donc, on va voir un peu, les informations à donner précisément après, mais ça va bien sûr permettre de savoir s'il y a un vrai risque, encouru par l'animal et si une prise en charge est vraiment indiquée. Et donc il faut quand même faire attention du coup, à internet, hein, je le dis, hein, moi aussi je suis quelqu'un qui peut facilement aussi aller se renseigner sur internet. Je fais partie de la génération qui a grandi avec internet, mais il faut faire attention aux sources
qu'on peut retrouver dessus. Il y a beaucoup de sources contradictoires, beaucoup de fausses informations. Donc malheureusement, la meilleure chose à faire, c'est quand même toujours se rapprocher d'un professionnel qui pourra soit vous donner une réponse, donc votre vétérinaire qui pourra vous donner une réponse, ou potentiellement vous indiquer de nous appeler, nous, pour savoir ce qu'il faut faire. D'accord? Donc la première chose à faire, c'est toujours le vétérinaire, votre référent. Et si besoin, le vétérinaire pourra potentiellement vous transférer ou vous réorienter vers un centre antipoison vétérinaire. Alors, donc, quelles informations donner lorsqu'on a une suspicion de toxique, donc d'intoxication, pardon. Donc, première chose à faire, du coup, c'est quand même renseigner sur le toxique qu'on suspecte. Donc, quand c'est un médicament ou un produit industriel, bien sûr, le nom déposé, si possible, les substances actives qui sont dans ce produit, et donc bien sûr aussi la quantité ou le volume que l'animal a pu ingérer ou être en contact dessus, et donc si la voie d'exposition. Ensuite, on va essayer de donner quand même du coup les informations sur l'animal, hein, son âge, son poids, sa race, et toutes les informations qui peuvent être ses antécédents médicaux, qui pourraient du coup être affecter la prise en charge. Ensuite, on va essayer de donner l'information du timing. Apparemment, le son est très bon. Il y a des personnes qui me disent que le son est haché et d'autres qui me disent que le son est très bon. Donc, je ne sais pas. Je vais essayer de parler le plus fort possible. Redites des petits messages si jamais le son ne marche pas. Euh, le son est bon pour moi. Bon, je continue et on va voir ce que ça donne. Ensuite, donc niveau du timing, bien sûr, donc ça va être le délai d'exposition, enfin là, le délai depuis au moment où on se rend compte que l'animal est exposé au toxique et le moment où il était exposé au toxique. Ça va nous permettre de savoir si quelle fourchette on peut, enfin, dans quelle mesure on peut réagir, si c'est quelque chose d'urgent ou pas, s'il y a quelque chose à faire rapidement ou pas, selon la durée depuis laquelle l'animal a été exposé au toxique. Et enfin, on va du coup donner si l'animal a des symptômes, et donc du coup pareil, l'état général entier de l'animal, et donc si possible la durée d'évolution de ces symptômes. Ok, ben merci à tous ceux qui ont répondu, que le son est bien. Je continue. Donc, une fois qu'on a transmis ces informations, euh, ce qu'on va pouvoir faire, c'est du coup essayer de soustraire l'animal à la source d'intoxication. Bon, bien sûr, ces deux étapes peuvent être un peu interverties, hein. Si on voit que l'animal est en train de manger un produit toxique, on va d'abord essayer de l'éloigner du produit toxique avant d'appeler le vétérinaire, bien sûr. Mais donc là, c'est la première chose à faire. Donc, décontaminer, en tout cas, soustraire l'animal à la source d'intoxication. Donc, ça peut être parfois simplement déplacer l'animal, hein, ou aérer la pièce quand c'est des produits gazeux. Donc, le but, c'est vraiment de minimiser l'exposition aux toxiques et donc potentiellement aussi favoriser son élimination. Donc là, c'est ce qu'on appelle en médecine vétérinaire la décontamination, hein. Donc, on va décontaminer l'animal du toxique auquel il était exposé. Donc selon le type d'exposition, si c'est au niveau de la bouche, au niveau des yeux, etc., il y a différents types de décontamination. Donc ça dépend bien sûr de la gravité du toxique, de la gravité, de l'état de l'animal et de la capacité de le faire à domicile ou pas. En général, il faut quand même le dire que plus on fait tôt, mieux c'est pour l'animal, bien sûr, mais des fois, c'est pas possible. Donc, et surtout en particulier, la chose quand même à faire avant de faire une décontamination, la première chose à faire, c'est quand même de mettre des gants, enfin de se protéger, hein, de se protéger. Il faut toujours se mettre en sécurité soi-même, si c'est possible. Donc en particulier mettre des gants pour certains toxiques, tout ce qui est caustique, ou je pense aussi aux chenilles processionnaires qui sont aussi problématiques et qui peuvent aussi intoxiquer les humains. Et donc, bien sûr, si l'animal ne coopère pas, il faut aussi ne pas se battre avec lui, ça se mettre en danger, c'est potentiellement aussi de le mettre en danger lui aussi. Donc, vraiment, la première chose à faire, c'est de sécuriser. Et si c'est pas possible de décontaminer à la maison, on peut toujours contacter le vétérinaire qui pourra le faire avec une tranquillisation si nécessaire. Donc, en résumé, s'il n'y a pas de danger immédiat et que c'est possible de le faire, un lavage et un rinçage à domicile,
peut être recommandé, mais en se mettant en sécurité. Donc, comment, du coup, faire ce lavage cutané ou ce rinçage? Donc pour tous les produits bien sûr qui ont une exposition cutanée, hein, pour donner une liste, il y a bien sûr les hydrocarbures ou il y a on a pas mal de chats qui peuvent tomber dans des cuves de fioul, dans de la peinture, des chats qui peuvent être aussi, exposés à des produits antiparasitaires qui sont pas faits pour eux, qui peuvent être dangereux. Donc voilà, c'est des exemples. Donc là, du coup, on va faire un lavage cutané, hein, simplement avec, de l'eau et du savon et de l'eau si possible tiède qui va provoquer moins de problèmes que de l'eau chaude, trop chaude ou de l'eau trop froide. Et donc là, on va laver avec du savon de Marseille ou du liquide vaisselle. On va pas utiliser de shampoing parce que c'est quelque chose qui est moins détergent et qui est moins dégraissant, pardon, et qui va être du coup moins efficace. Et donc si besoin, dans certains cas, hein, c'est pas à faire systématiquement, mais dans certains cas, on peut avoir besoin de couper ou de peigner les poils qui ont été touchés. Des fois, on peut aussi alterner avec des produits gras, là, je donne l'exemple du goudron, qui est un produit, lipophile, donc c'est-à-dire qui va se dissoudre dans les produits gras. Là, on va alterner entre lavage avec du savon et application de produits gras, donc de l'huile d'olive ou de margarine, en fait, qui va permettre de faciliter l'élimination du produit. Et dans certains cas, on va du coup répéter ces lavages, pour être efficace. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il ne faut pas utiliser de solvant. Donc bien sûr, ça peut paraître évident comme ça, mais c'est bien c'est à préciser quand même, de jamais utiliser de solvant, car la plupart du temps, quand même, ils sont beaucoup plus toxiques que ce qu'on veut enlever. D'accord? Donc, par exemple, le white spirit, à ne pas utiliser sur la peau ou autre part sur nos animaux. Donc dans les autres méthodes de décontamination, donc il y a bien sûr le rinçage, hein, qu'on va utiliser du coup donc on va juste utiliser de l'eau, pour enlever les toxiques au niveau des yeux ou de la cavité buccale. Donc là, il ne faut pas hésiter à insister, hein, pour des produits qui peuvent être irritants ou caustiques, par exemple pour la décontamination oculaire. Donc si possible, on essaie de rincer avec du sérum physiologique pour les yeux. Quand c'est pas possible, on va essayer de rincer simplement avec de l'eau claire, pour enlever le toxique le plus possible. Et donc, pareil, même chose pour la décontamination buccale pour un animal qui a pas ingéré un produit, qui l'a juste mis dans la bouche. Donc là, je donne des exemples, les crapauds toxiques, les caustiques ou les solvants. On va rincer la gueule de l'animal en essayant de faire en sorte que l'animal n'avale pas avec laquelle on rince. Donc, si possible, dans le jardin, être dans la douche, quoi que ce soit, voilà, pour vraiment éliminer le produit et qu'il s'évacue vers l'extérieur. Et donc, que faire en cas d'ingestion si mon animal a du coup ingéré un produit toxique? Donc bien sûr, le 1er réflexe qu'on a, hein, en tant qu'humain, c'est de faire vomir l'animal. Malheureusement, ce n'est pas possible pour tous les animaux, et c'est pas possible pour tous les toxiques. Donc il y a quand même plusieurs critères à prendre en compte avant d'induire des vomissements. Donc premièrement, l'espèce. L'induction de vomissement aujourd'hui, enfin, est pas possible chez toutes les espèces. On sait que c'est possible médicalement chez le chien, le chat et le furet. Et donc, contrairement aux humains, les chiens et les chats n'ont pas ce réflexe de vomissement lorsqu'on touche le pharynx, le vol du palais au fond de la bouche. Donc, c'est quelque chose qui peut pas être fait, chez les chiens et chats. Donc, ça ne sert pas à grand chose d'essayer à part le risque de se faire mordre, par l'animal. Donc c'est quant aussi, ça va être la nature du toxique. Il y a les toxiques pour lesquels on ne va pas faire vomir parce qu'ils vont plus, causer des dégâts s'ils passent une seconde fois, après avoir été ingérés, s'ils repassent sur l'œsophage, dans l'œsophage et dans la cavité buccale, ils vont recréer des lésions. La dose ingérée, bien sûr, est à prendre en compte, hein. Des fois, il y a des doses qui sont pas utiles de faire vomir, par exemple, parce qu'ils vont être bien sûr, qu'en ingérant un produit en faible quantité, par exemple, ça va être dilué avec la salive, avec des choses comme ça, enfin avec toutes les sécrétions qu'il y a dans la cavité buccale et dans le tube digestif, et les vomissements vont pas réussir à les éliminer. Ils vont pas éliminer grand chose en tout cas.
Et donc, le dernier paramètre, ça va être bien sûr l'état clinique de l'animal. Certains animaux vont pas être en état de vomir, hein, ou peuvent être à risque de créer des complications si on les fait vomir, des fausses déglutitions ou des choses comme ça, ou en particulier les animaux qui ont des troubles neurologiques. Et enfin, le délai écoulé depuis l'ingestion. Encore une fois, le plus tôt c'est le mieux, idéalement les 2 premières heures, mais d'autres facteurs entrent en compte aussi, selon les toxiques qui peuvent avoir des effets sur l'organisme en lui-même. Bon bref, donc vous voyez quand même que ça peut être complexe, hein, de réfléchir à tout ça. Donc il faut vraiment que l'induction de vomissement ait un intérêt et qu'il n'y ait pas de contre-indication. Donc dans ce cas-là, il faut toujours faire vomir, toujours pas, il faut toujours toujours contacter un vétérinaire, pour savoir s'il faut faire vomir ou pas. OK? Hem et donc justement, est-ce qu'on peut faire vomir de façon à la maison? La réponse est, simple et en fait, il y a pas beaucoup de méthodes de faire vomir pour faire vomir à la maison donc en soi, c'est la question ne se pose pas beaucoup. Hem, on parle beaucoup de faire vomir au sel. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on recommande plus nous, au centre antipoison vétérinaire et parce que ça peut provoquer des problèmes. En fait, le sel aussi peut être toxique à haute dose. Ça peut provoquer des troubles digestifs, donc diarrhée, douleur abdominale mais aussi des troubles nerveux, des troubles neurologiques qui peuvent être assez graves, hein. Ça peut aller jusqu'à des tremblements, des convulsions et un œdème cérébral sur des hautes doses et ça peut aller assez vite, hein, sur un petit chien, une poignée de sel, ça peut être, suffisant pour, provoquer tous ces problèmes-là. Donc quelque chose qu'on ne recommande plus aujourd'hui et en plus, sans parler des effets indésirables, enfin des contre-indications qu'il peut avoir dans les toxiques, qu'on peut essayer de faire vomir. Donc des fois, le sel, c'est on a des cas où, l'animal n'avait pas de gros risques d'être intoxiqué. Malheureusement, il a été intoxiqué au sel parce qu'on a essayé de le faire vomir. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on recommande plus aujourd'hui. De même que les autres méthodes, comme le café, la moutarde, c'est aussi des méthodes qui peuvent être problématiques pour les animaux et qui sont pas forcément efficaces. Donc toujours contacter son vétérinaire et suivre ses instructions pour savoir ce qu'il faut faire. Des fois, la seule méthode de vomissement, des fois, qui peut être efficace et sans danger chez les chiens, ça va être des fois les mettre en voiture. C'est anecdotique, mais il y a des animaux, voilà, on les met dans la voiture et puis, le temps d'aller à la clinique, ils ont vomi dans la voiture. Bon, c'est positif, mais bon, c'est pas quelque chose que je peux vous recommander, tout le temps. Ensuite, dans les autres méthodes, pour protéger les toxiques, il y a les adsorbants, qu'on on parle souvent aussi, qui sont du coup des produits qui vont limiter, l'absorption, digestive du toxique, une fois qu'il a été ingéré. Donc, en particulier, ça peut être indiqué, sur des toxiques qui vont rester longtemps dans le tube digestif ou qui vont faire ce qu'on appelle un cycle entérohépatique. C'est-à-dire que dans leur métabolisme, ils vont passer plusieurs fois dans l'intestin et donc du coup, on va mettre des produits qui vont limiter l'absorption du toxique, pour qu'il passe dans l'organisme. Donc on pense au chocolat, à la caféine et d'autres produits de ce type-là qui sont de ce type de toxiques. Donc les contre-indications vont être un peu similaires, hein, que l'induction de vomissement et bien sûr, il y a des toxiques sur lesquels c'est pas efficace. Donc les absorbants, le plus connu des absorbants, ça va être, le charbon activé, hein, donc qui dispose d'un produit vétérinaire qui s'appelle Carbodote, qui va du coup avoir cette utilité-là. Donc, c'est un produit qui est liquide qu'on peut donner aux chiens. Donc pareil, c'est quand même toujours bien de contacter son vétérinaire pour savoir si c'est utile de le donner, s'il n'est pas trop tard de le donner, comment le donner et de toute façon, pour avoir le produit, la plupart du temps, il faut quand même contacter son vétérinaire. Donc il existe des spécialités humaines qui disposent de charbon activé, hein, donc on pense au charbon de Belloc, mais qui sont pas très adaptés pour la prise en charge des intoxications parce qu'ils sont pas très concentrés, hein. Donc je vous donne un exemple ici là, il faudrait administrer entre 8 et 32 gélules par kilo de chien à un chien qui a mangé un produit toxique. Donc ça fait quand même beaucoup, donc le mieux c'est quand même d'essayer de passer par les produits concentrés. Et enfin, des fois, on peut aussi vous donner des conseils aussi de donner du Smectar. Donc ça, pareil, il faut vraiment, d'abord demander à son vétérinaire si c'est possible de le faire, heu, parce qu'on sait que le Smecta peut limiter l'absorption de certains produits aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va donner et qu'on peut conseiller en dernier recours quand le propriétaire ne peut pas se déplacer avec ton animal
et ou quand la toxicité du produit n'est pas importante. Enfin, les mauvais réflexes qu'il faut éviter à domicile. Donc, donner du lait, tenter de neutraliser les produits, les aspects à venin et poser un garrot. Donc, voilà, donner du lait, c'est quelque chose qui peut être, qui était beaucoup décrit comme un absorbant, hein, c'est-à-dire qu'on donnait du lait pour limiter l'absorption des produits toxiques. En pratique, ça ne marche pas et en plus, des fois, certains toxiques peuvent être, ça peut favoriser l'absorption de certains toxiques, donc c'est vraiment pas à faire. Tenter de neutraliser les produits, ça va être par exemple quand les animaux ont mangé un produit, plutôt, caustique, acide, c'est-à-dire lui donner un produit qui va limiter cette acidité-là. Pareil, ça marche pas et en plus ça peut, favoriser donc des réactions chimiques qui vont aggraver les lésions, qui vont provoquer de la chaleur, des choses comme ça. Donc c'est vraiment pas à faire. Les as Dans un autre contexte, donc, les aspects à venin en cas de morsure, par un serpent, il était prouvé que ça marche pas. Déjà chez les humains, ça marche pas très bien et chez les animaux, ça marche pas non plus, à cause de leurs poils, en fait. Donc, il y a pas l'aspiration n'est pas efficace et en pratique, même chez les humains, aujourd'hui, c'est plus très recommandé. Et enfin, poser un garrot de même, en cas de morsure par un serpent, par un animal venimeux. Ça marche, c'est pas non plus forcément efficace, ça dépend du moment où on arrive, après la morsure et en plus, ça peut aussi provoquer des séquelles, dans le membre sur le membre dans lequel on a fait un garrot. Donc, vraiment ces méthodes ne sont pas recommandées aujourd'hui, hein, pour n'importe quel cas, en tout cas, sauf si vraiment le vétérinaire vous le recommande, mais voilà, je pense pas qu'il y ait de vétérinaire qui recommanderait ça aujourd'hui. Et donc, dans les autres choses qu'on peut essayer qu'il faut éviter de faire aussi, c'est de donner à boire quand c'est pas recommandé non plus, parce qu'il y a des toxiques pour lesquels ça va pas forcément améliorer les choses. Les produits moussants, par exemple, hein, si on donne un produit, donne à boire à un chien qui a avalé du savon, ça peut créer de la mousse qui va, repartir, qui va mousser, donc qui va passer les voies di qui va remonter les voies digestives et potentiellement passer dans les voies respiratoires. Et donc dernière chose, ne pas donner de médicaments sans avis vétérinaire. Donc, comment réagir? Comment savoir si, notre animal a besoin d'être présenté en urgence chez le vétérinaire? Donc ça va être des critères d'urgence visuelle, hein, donc son état général, les troubles neurologiques, et donc il y a quelques toxiques, qu'il faut essayer de connaître pour les amener chez le vétérinaire rapidement. Je pense au lys, au chat, on va le voir plus tard, au liquide de refroidissement, qui est très dangereux chez les chiens et chats. Les produits caustiques, le lurée rose et la permétrine qui est un produit, qu'on trouve dans les antiparasitaires pour chiens, mais qui est toxique chez les chats, qui provoque des troubles neurologiques. Et enfin, ça va être aussi selon la chronologie, selon la période où on est, s'il est encore trop tôt, si on a encore temps de faire des vomissements ou s'il y a d'autres choses à faire depuis le moment de l'ingestion. Dans le doute, je vous le redis encore une fois, contactez votre vétérinaire en priorité pour savoir quoi faire. Bilan. On voit un animal qui est exposé à un toxique. Première chose à faire, si c'est possible, c'est de soustraire l'animal au toxique, hein, donc, selon le cas. Contacter le vétérinaire, laver ou rincer l'animal si le vétérinaire nous l'indique de le faire et ensuite, suivre les instructions, du vétérinaire ou du centre antipoison vétérinaire si vous avez contacté pour le reste de la conduite à tenir. Faut savoir qu'heureusement tous les expositions à des toxiques, à des produits dangereux sont pas forcément graves chez les animaux, heureusement. Donc, voilà, c'est quand même bien de se renseigner pour savoir quoi faire précisément. Voilà, si vous avez des questions, je vous laisse, les mettre sur le chat. Pour l'instant, on va commencer à avancer, mais si vous avez des questions, on va déjà faire une petite pause pour voir si je peux répondre à vos questions maintenant. Ah, ça tape, ça tape. La salade n'est pas spécialement toxique chez les carnivores domestiques. C'est pas digestible non plus, hein, c'est pas quelque chose qu'ils vont forcément très bien digérer, mais c'est pas toxique. Les noix, ça dépend desquelles, c'est un peu particulier. Heu, donc je vais essayer de répondre à la fin parce que du coup c'est un peu plus particulier. Mais bon, comment laver un? Ah!
c'est pas forcément facile. Ils peuvent avaler toujours un tout petit peu. C'est pour ça que je conseille que ça peut être intéressant d'aller dans une douche ou aussi dans un jardin avec un jet d'eau. Il faut essayer d'ouvrir la gueule de l'animal. Il faut essayer bien d'être 2. Une personne qui ouvre la gueule de l'animal et l'autre personne qui rince sur le côté, pour qu'il avale pas beaucoup. C'est pas facile. Je le conçois. Les Ah oui, comment réagir quand on compare avec les chenilles procédures la langue avant l'arrêt du vétérinaire? Malheureusement, c'est difficile. On peut pas faire grand-chose, à domicile. La première chose à faire, c'est déjà vous protéger vous parce que, il faut mettre des gants pour pas que vous soyez pas que vous soyez exposé aux toxiques vous aussi. Ensuite, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire avant que le vétérinaire arrive, hein, parce que, on peut essayer de rincer la bouche avec de l'eau claire, mais pareil, en fait, si l'animal a mal, ça va être difficile de le manipuler. Donc, c'est pas forcément très indiqué. Et de toute façon, si le vétérinaire vous dit enfin, on va dire, si vous exposez le cas, les vétérinaires vont essayer de se déplacer le plus rapidement possible. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile à gérer à la maison. On va avancer pour l'instant. Je vais essayer de reprendre les questions plus tard si on a le temps, mais du coup, en plus, je vois des questions qu'on va revoir dans le reste de la présentation. Donc, je vous laisse patienter, on va avancer un tout petit peu. Alors, donc du coup, on va voir quelques exemples à connaître de toxiques, donc 5 exemples de toxiques qui peuvent être graves chez nos carnivores domestiques, chez nos chiens et chats. On va commencer du coup par le chocolat, un toxique qui est bien connu, puisque c'est le toxique le plus pour lequel on reçoit le plus d'appels au CNTV, en comptant tous les appels qu'on a reçus depuis le début, depuis l'ouverture de la ligne. Donc, c'est un toxique qui est bien connu. Il y a aussi des fois des informations contradictoires dessus. Donc, je vous ai préparé un petit quiz auquel vous pouvez du coup tous jouer. Bon, il n'y a rien à gagner, mais en tout cas, ça peut permettre de savoir si vos connaissances sur le chocolat sont assez à jour. Donc, il faut aller sur l'onglet sondage qui est juste à côté du chat. Alors, du coup, on va commencer. Donc, les questions sont du coup dans un ordre. On va commencer par la question qui est tout en bas. Donc, quelle est la molécule principalement responsable de l'intoxication au chocolat? Et je vous laisse du coup répondre. Donc, la caféine, la chocolatine, la théobromine ou la cocaïne, pardon. Alors, j'attends un tout petit peu. Donc, on voit que a priori, la molécule qui reçoit le plus de choix, c'est la théobromine. En deuxième lieu, c'est la chocolatine. En troisième, la caféine. Et en dernier, la cocaïne. Bon. En tout cas, la déduction était bonne. Il n'y a pas de cocaïne dans le chocolat. Hein, donc, il n'y a pas d'oxydé à la cocaïne à cause enfin, le chocolat ne provoque pas d'oxydé à la cocaïne. La caféine, il y en a un peu dans le chocolat, mais c'est pas la molécule qui va provoquer le plus, qui est présente en plus grande quantité. La chocolatine, ce n'est pas une molécule qui existe. C'est une petite blague pour nos, pour nos amis du sud-ouest. Et donc, du coup, la théobromine, qui est la molécule donc, qui va provoquer l'intoxication au chocolat. Deuxième question. Quel type de trouble peut créer une intoxication au chocolat? Donc là, il y a plusieurs choix possibles. Là, c'est la question qui est tout en haut de votre onglet sondage. Quel type de trouble peut créer une intoxication au chocolat? Donc c'est un peu plus serré ici. Mais pareil, les réponses sont plutôt correctes, puisque on voit que la dernière réponse choisie, c'est les troubles rénaux. Et effectivement, en fait, le chocolat peut provoquer des troubles cardiaques, neurologiques et digestifs, mais pas de troubles rénaux. Voilà. On va voir précisément un peu plus tard. Alors, c'est une question qui est peut-être un peu plus compliquée. Quelle dose de chocolat peut être dangereuse pour un chien de 10 kg? Donc là, vous avez 4 choix. Il y a c'est bien une seule bonne réponse. Donc, une demi-tablette de 100 grammes de chocolat noir, une tablette de 100 grammes de chocolat au lait, 2 pots de Nutella, voilà, et 4 carrés de chocolat blanc.
Ok, Et donc, du coup, plutôt une bonne réponse aussi, ça va être le chocolat noir à 80%, qui, bien sûr, est le plus concentré en substance active, en théobromine, et qui va être toxique assez rapidement, en fait, finalement. Pour 10 kilos, ça peut être toxique à partir de 30-40 grammes. Donc là, on est dans cette dose-là. Et enfin, dernière question. Parmi ces traitements, lesquels peuvent être utiles pour un chien qui vient de manger une dose dangereuse de chocolat? Je vais y arriver. Donc, le sel, le charbon activé, le rinçage de la cavité buccale ou du lait. Tu dis quoi? Normalement, après le reste de l'exposé, je pense que vous avez un peu bien compris. Donc, c'est bien effectivement le charbon activé. Le rinçage de la cavité buccale ne va pas forcément servir ici, puisque c'est pas quelque chose qui va rester dans la bouche. Après, c'est pas non plus contre-indiqué, mais ce qui va vraiment être utile, ça va être le charbon activé si l'animal a ingéré le chocolat. Ok, on avance. Alors, donc, le chocolat. Donc, comme je disais, c'est le grand champion des intoxications, hein. C'est la cause numéro un des appels reçus au CNTV, qui vont varier un peu selon les périodes, bien sûr, mais c'est quand même reste assez fréquent durant toute l'année. Et bien sûr, ça va être le chien qui va être plus représenté là-dedans, parce que c'est celui qui, du coup, le comportement le plus gourmand et le plus exploratoire. Euh, Donc, comme je le disais, donc c'est les molécules qui font partie de la famille des méthylxanthines qui sont dans le chocolat, donc la théobromine et en plus faible quantité la caféine, qui vont provoquer la toxicité. Donc c'est ça qui va provoquer du coup une augmentation de l'activité cardiaque, une stimulation cérébrale aussi un relâchement des muscles lisses qui vont provoquer du coup une augmentation de la production d'urine. Et enfin, donc, le chocolat fait partie enfin, les molécules dans le chocolat font partie des molécules qui ont un cycle entéropathique et qui vont du coup passer plusieurs fois dans le tube digestif. Enfin, il peut y avoir aussi on va dire des troubles provoqués par les autres composants du chocolat, hein, donc le sucre, et les matières grasses qu'ils peuvent avoir dans le chocolat, qui peuvent du coup entraîner aussi un peu de soif et des troubles digestifs associés. Donc je vous donne ici un petit tableau qui montre la variété de doses toxiques de chocolat en fonction du coup du type de chocolat qu'on a. Donc on peut voir ici pour un 10 kg pour du chocolat noir fort, c'est à partir de 30 grammes. Mais pour un produit comme du Nutella qui est finalement très, 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 très faible en cacao, et la dose aussi qui quand même est largement supérieure du coup à ces 30 grammes, et le chien peut allègrement manger 2 pots de Nutella sans avoir de problème. Il peut avoir des troubles digestifs à cause du gras et du sucre qu'il y a dans le chocolat, ou des troubles aussi des fois métaboliques. Mais en tout cas, il n'y aura pas de vraie intoxication due au chocolat, au cacao. Ah, pour les doses, donc on n'a pas de dose précise chez les chats. On extrapole, donc on prend les doses qu'il y a chez le chien. On sait qu'en théorie, le chat serait potentiellement un peu plus sensible que le chien. Donc voilà, on prend les doses qu'on peut avoir chez les chiens. On est un peu plus précautionneux. Mais finalement, en pratique, c'est quand même le chien qui va s'intoxiquer largement oui, en grande majorité avec le chocolat. Donc du coup, les signes cliniques attendus pour une intoxication au chocolat peuvent apparaître assez tardivement. Ils peuvent apparaître jusqu'à 12 heures. Hem, donc ils vont commencer souvent par les troubles digestifs, et ils peuvent aussi être associés à des troubles neurologiques, donc surtout une agitation qui peut apparaître assez rapidement, parce que vraiment le chocolat, ces molécules les méthylxanthines, comme le café, ils ont un effet excitant. Et donc du coup, lorsqu'on dépasse les doses toxiques, à côté de cet effet excitant, enfin, il peut y avoir des troubles neurologiques qui peuvent être de plus en plus graves, un effet cardiaque aussi, donc avec une augmentation du rythme cardiaque, des convulsions, des tremblements, et des signes généraux qui peuvent être assez graves aussi, donc une fièvre, des troubles respiratoires et des troubles vraiment métaboliques, c'est-à-dire du fonctionnement général de l'organisme.
Ça peut malheureusement être une intoxication qui peut être grave, hein, chez les chiens, hein, surtout en particulier chez les chiens qui peuvent avoir un antécédent cardiaque. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire attention. C'est quelque chose qui est très, très fréquent, mais qui n'est pas non plus à laisser, à ne pas prendre à la légère. Donc la prise en charge pour le chocolat, comme je disais, ça peut être, on peut le faire même tardivement, comme c'est absorbé assez lentement, avec du coup du charbon activé. Heu, Si l'animal en a besoin, il peut être du coup, ensuite, avoir des traitements, qui vont alléger ses symptômes, donc des pansements digestifs. Si besoin, il peut être hospitalisé pour mettre en place une perfusion, des traitements, pour limiter les tremblements et des choses comme ça et des traitements pour limiter aussi les troubles cardiovasculaires. Le pronostic, heureusement, il peut être très bon, hein, si c'est pris en charge correctement et rapidement. Mais comme je disais, les effets graves des effets graves peuvent arriver et même des effets mortels, chez les chiens, peut être petits ou qui ont des troubles cardiaques déjà sous-jacents. Alors, une petite question pour la toxicité neurologique, est-ce que cela peut aller jusqu'à l'AVC? Donc ça peut provoquer en fait des troubles neurologiques qui peuvent être assez graves, comme je disais, donc tremblements, convulsions. Ça provoque pas en soi d'AVC en soi, hein, mais ça peut provoquer une défaillance cardiaque qui peut être grave. Voilà, c'est pas le mécanisme de l'AVC, mais ça peut provoquer des troubles neurologiques et cardiaques qui peuvent être graves. Et il faut multiplier par 3 pour un chien de 30 kilos. Effectivement, sur le tableau que j'ai présenté précédemment, c'était pour les chiens de 10 kilos. Donc effectivement, il faut multiplier ensuite, selon le poids du chien. Voilà, on va avancer, avec le second toxique, qui est le lys, qui est donc du coup, bon là il y a pas de quiz, hein, on va avancer directement, qui est donc un toxique qui va être, grave, potentiellement grave chez le chat. Donc je trouve que c'est quand même bien d'en parler parce qu'il y a pas beaucoup enfin, c'est pas bien connu, alors que c'est quand même une cause d'appel qui est assez fréquente, chez nous au centre antipoison. Donc, aujourd'hui, on sait que c'est une plante qui va être toxique uniquement chez le chat. Chez le chien, ça va provoquer des troubles digestifs, mais il n'y a pas de toxicité, importante, chez eux. On ne connaît pas le mécanisme d'action aujourd'hui, on ne connaît pas non plus la dose toxique, mais on sait que les doses minimales peuvent être, minimes, peuvent être graves. Donc, chez le chat, vraiment toute exposition, avec, toutes les parties de la plante, donc que ce soit les fleurs, les feuilles, le tige ou le pollen, ou même de l'eau contaminée, doit être considéré comme, potentiellement grave chez les chats. Donc dans les troubles digestifs qui sont attendus, donc troubles toxiques qui sont attendus, donc on va d'abord attendre des troubles digestifs, hein. Ça c'est quelque chose qui va arriver assez vite, hein, par maldigestion en fait de la plante, donc salivation, vomissement, anorexie et donc dans les jours suivants, pardon, on peut aussi avoir du coup des troubles rénaux qui se manifestent, souvent par des troubles généraux, donc de l'abattement, et donc du coup de la déshydratation et donc du coup, aux examens, vétérinaires, on voit du coup une augmentation des paramètres, du rein qui sont l'urée et la créatinine et donc ça peut être associé à d'autres troubles qui sont plus rares, des troubles neurologiques ou des troubles, pancréatiques. Donc la prise en charge chez le lys, ça va être d'abord essayer d'éliminer, si possible, le contact, hein, donc si le chat c'est recouvert de pollen, il faut le laver et s'il en a ingéré, il faut essayer de faire vomir le chat. Donc c'est quelque chose qui est pas facile pas facile chez les chats, il faut bien sûr là, ça se fait vraiment avec le traitement un traitement vétérinaire et donc si besoin, on peut du coup enfin si besoin et puis en complément pardon, on va mettre du charbon végétal activé et de la paraffine. À côté de ça, on va du coup mettre en place, un traitement du coup pour limiter l'atteinte rénale. Donc hospitaliser le chat, le mettre sous perfusion et puis du coup surveiller l'atteinte rénale pour s'adapter si besoin. À côté des traitements symptomatiques qu'on va donner pour, alléger les douleurs du chat. Le pronostic peut être bon si la prise en charge est efficace, hein, et si si la mise en place des traitements est faite, assez rapidement et donc si on met pas de traitement, des fois le pronostic peut malheureusement être sombre et donc il y a des animaux, des chats qui peuvent mourir de cette insuffisance rénale provoquée par le rein, par le rein, par le excusez-moi. Donc
troisième toxique, les rodenticides anticoagulants. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très fréquent. Aujourd'hui, le groupe des anticoagulants représente du coup la deuxième cause des appels au CNTV. Donc c'est des rodenticides, c'est-à-dire c'est des molécules qui sont faites, donc des produits qui sont faits du coup pour détruire, enfin pour tuer les nuisibles que sont les rongeurs que les rats et les souris. Mais bien sûr, c'est des produits qui peuvent être du coup être consommés par nos animaux de compagnie. Juste une petite remarque, donc donc c'est ce qu'on appelle du coup la mort au rat, hein, mais bien sûr, plutôt, enfin, au jour le jour, c'est la mort au rat qu'on appelle ça. Donc tous les morts au rat ne sont pas des anticoagulants. Il y a d'autres types de morts au rat qui existent, donc que je cite ici le chloralose et le cholécalciférol. C'est des produits qui sont plus rares, mais voilà, je voulais juste citer que c'est pas forcément tous des anticoagulants. Donc, comment marche la mort au rat? Donc, c'est un produit qui va du coup qui va limiter, qui va inhiber la coagulation, le mécanisme de coagulation du sang. Donc, ça se fait progressivement. En fait, les premiers symptômes peuvent apparaître au moins 48 heures après ingestion, le temps que le mécanisme toxique se met en place progressivement. Aujourd'hui, des fois, on nous appelle pour savoir si la dose toxique était atteinte lorsqu'un animal ingère un bloc de Morora. Euh, Aujourd'hui, on considère que peu importe la dose qui était ingérée, ça peut être toxique chez les chiens parce qu'on a remarqué, on a pu évaluer qu'il y a une sensibilité individuelle qui peut être importante. Il y a des doses toxiques, enfin, il y a les doses toxiques qu'on connaissait dans la littérature ne sont pas forcément celles qui sont viables et surtout l'antidote existe, il est disponible facilement pour les vétérinaires. Donc du coup, pour toute suspicion ou ingestion avérée, il faut considérer que c'est une intoxication qui est possible pour le chien. Donc les signes cliniques, comme je vous disais, donc c'est des troubles de la coagulation, donc le sang qui ne forme pas de caillots, et donc du coup, ce qui va provoquer du coup des hémorragies. Donc, c'est des signes qui vont apparaître au moins 2 jours après l'ingestion du produit, le temps que le mécanisme toxique se mette en place progressivement. Donc les signes d'hémorragie, malheureusement, ne sont pas forcément des choses qui vont être facilement visibles pour les propriétaires, hein, tout le temps. Ça peut être bien sûr des hémorragies qui peuvent se manifester vers l'extérieur, mais des fois, ça peut être aussi des hémorragies qui peuvent se manifester vers l'intérieur. Donc des fois, il y a des signes un peu pièges qui peuvent apparaître, de la toux, des animaux qui boitent, des animaux un peu fatigués. Donc ça peut être variable. Le signe qui peut être facilement, enfin plus ou moins facilement visible, ça va être l'anémie, c'est-à-dire que les muqueuses un peu pâles que l'animal va présenter. Pour la prise en charge, ce qui est bien avec enfin ce qui est rassurant avec ce toxique, c'est que on connaît aujourd'hui l'antidote et qu'il est facilement administrable à domicile avec des comprimés Peros, des comprimés qu'on donne par voie orale. Bon, lorsqu'on a un animal qui en a ingéré, il y a deux solutions. Soit on met directement en place le traitement, soit on essaie de faire en sorte, on essaie de voir si on va dire le sang, du coup, si le toxique a eu un effet. Donc ça, il y a une solution qu'on peut faire, c'est mesurer simplement les temps de coagulation de l'animal avec 2 prises de sang qui sont réalisées du coup à 2 jours d'intervalle après l'ingestion du produit. Si les prises de sang ne montrent pas d'anomalie, on ne fait pas de traitement. Si une anomalie à ces prises de sang, on réalise un traitement du coup qui va être un traitement de la vitamine K1 et qui va être du coup un traitement qui va avoir une durée qui va varier en fonction de la molécule qui est présente dans le produit. Et ce qu'on recommande nous aussi, c'est de faire du coup à la fin de ce traitement, c'est de faire une mesure du temps de coagulation pour vérifier que l'animal est bien dans les normes de sa coagulation. Donc bien sûr, en parallèle de ça, si l'animal a des symptômes, on va bien sûr faire un traitement selon les symptômes qui apparaissent, donc perfusion, transfusion si nécessaire. Avec ces molécules, avec ce toxique, le pronostic est bien sûr bon, hein, si c'est pris en charge précocement. Euh, Comme je disais, c'est vraiment une des plus grandes causes d'appel qu'on a aujourd'hui au CNTV. Mais heureusement, la plupart du temps, on
le découvre à temps, ou en tout cas, il y a le diagnostic de certitude qui est fait à temps pour pouvoir traiter l'animal correctement. Avant-dernier produit qu'on va voir aujourd'hui, c'est le cannabis. Et je vais juste voir s'il y a des questions. Attendez. Alors, quelle toxicité pour le chien? Ah oui, si, en rongeur empoisonné. Aujourd'hui, on sait que pour le donc le la donc si quand un rongeur, mange le toxique, mange la mort au rat, il va du coup bon digérer sa mort au rat et les symptômes qui vont provoquer sa mort vont apparaître plusieurs jours après son ingestion. OK? À ce moment-là, il y aura plus assez de toxiques dans l'organisme du rongeur pour être très toxique pour un chien. Ah, vous avez posé la question. Ouais. Bon, du coup, aujourd'hui, on sait que, si un chien, ou un chat ingère un rat qui est mort à cause de mort au rat, il y a très peu de chances, pour qu'il ingère une quantité suffisante de toxiques pour l'intoxiquer lui-même. OK? Donc ça, bien sûr, ça peut varier au cas par cas, donc je ne peux pas vous faire de généralité entièrement aujourd'hui. Mais, il faut se rassurer par rapport à ça quand même. Il reste plus assez de toxiques dans un rongeur qui est mort à cause de la mort au rat pour intoxiquer un chien ou un chat. Par contre, ce qui peut être problématique, c'est que des fois les rongeurs, donc les chiens et les chats, vont dépla les rats et souris, vont déplacer les blocs de mort au rat et provoquer du coup, faire en sorte que les chiens et chats le mangent par accident aussi. Donc c'est vraiment à prendre au cas par cas. Heu, donc il faut pas partir sur une généralité comme ça. OK, donc cannabis et dérivés. Donc une drogue récréative du coup, qui est très présente en France, hein, comme je dis dans le diapo, les Français font partie des plus grands consommateurs de cannabis en Europe. Donc du coup, c'est un produit qu'on va aussi retrouver dans les intoxications animales, puisque, on peut voir c'est vraiment dans les 10 premiers motifs d'appel qu'on a pour le chien et finalement c'est quand même assez fréquent. C'est 1 des appels qu'on a au CNITV. Donc aujourd'hui, on peut rencontrer le cannabis sous différentes formes, hein, donc la drogue récréative. Le cannabis à usage médical n'est pas encore, très présent en France pour l'instant et donc il y a aussi du coup les produits à base de cannabidiol, le CBD qui se répandent aussi aujourd'hui, donc soit sous forme de petites gouttes, voilà ou directement d'herbes au CBD. Donc le mécanisme d'action de ce produit, donc c'est des cannabinoïdes, donc excusez-moi. Donc les plus connus sont le THC et le CBD qui vont provoquer du coup les effets. Donc ça va être surtout le THC, hein, qui a un effet psychoactif et qui va provoquer du coup les troubles neurologiques rencontrés lors d'exposition. Donc l'intoxication va se faire surtout par ingestion, hein, ingestion soit de joints, de résine, voilà, de produits directement ou sinon d'herbes aussi, d'herbes directement, qu'on peut retrouver à la maison ou des fois des produits qui sont transformés par les propriétaires. Donc le fameux space cake qui est un gâteau au chocolat ou avec du cannabis. Et donc c'est une intoxication qui est très fréquente, mais qui heureusement, finalement assez, on va dire, tolérée par les animaux. Les symptômes peuvent être assez graves, mais aujourd'hui, on sait qu'on ne connaît pas de dose létale, du cannabis et donc voilà, les animaux ont très peu de chances d'en mourir, même s'ils peuvent avoir des symptômes qui peuvent être assez, impressionnants. Hem et donc pour les produits au CBD, aujourd'hui, on sait que c'est des produits qui peuvent même s'ils sont censés être du CBD, donc qui n'a pas beaucoup d'effets psychoactifs, il peut avoir un peu de THC dedans et donc lors de forts surdosage ou d'accidents de dosage, il peut avoir une potentielle intoxication au THC. Aujourd'hui, on n'a quand même pas beaucoup, c'est des produits qui sont très récents, sur le marché, français. Donc, les effets rapportés sont des effets assez légers à modérés, hein, des troubles digestifs ou, des troubles neurologiques transitoires, qui n'ont pas forcément beaucoup d'effets, sur les animaux. Donc les signes cliniques attendus donc lors d'ingestion, de cannabis, donc, ça va être donc des troubles digestifs,
des troubles neurologiques, hein, donc une somnolence, vraiment un animal qui va être un peu sédaté, donc de la léthargie, des troubles d'équilibre, des pupilles dilatées, et selon la dose, des cannabinoïdes de synthèse, donc des molécules un peu plus fortes, il peut avoir des troubles aussi neurologiques un peu plus graves, comme des tremblements, des convulsions. Associé à ça, il peut avoir des troubles cardiaques, hein, donc de la bradycardie, de l'hypotension, une respiration qui est lente, et donc des troubles un peu plus généraux comme de l'incontinence urinaire ou une température qui est faible. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui peut être grave, hein, donc heureusement aujourd'hui, c'est très peu mortel, mais les symptômes peuvent être quand même graves chez les chiens, donc c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère non plus. Et, et donc qui demande une prise en charge vétérinaire qui doit être adaptée. Donc la prise en charge du coup, c'est si possible, on essaie de faire vomir l'animal si on arrive assez tôt, si l'animal n'a pas encore de symptômes. Et ensuite on va donner du charbon activé qui paraît que le chocolat en fait il faut le donner plusieurs fois parce que le cannabis fait partie, enfin le THC fait partie de ces molécules qui vont passer plusieurs fois dans le tube digestif. Et ensuite si nécessaire, il faut bien hospitaliser l'animal, le mettre sous perfusion, surveiller ses paramètres cardiaques et respiratoires et mettre les traitements symptomatiques si nécessaire. Le pronostic, comme je disais, est quand même généralement bon, hein. En 1 ou 2 jours, voire un peu plus pour les cas un peu plus sévères, les animaux ressortent quand même sur leurs pattes. Je vais voir s'il y a des questions là-dessus. Alors, donc une question, recommandez-vous les huiles camantes CBD pour les animaux, chiens et chats? Alors simplement, ce ne sera pas mon rôle de faire ça aujourd'hui. Il faudra en parler à votre vétérinaire, hein, pour savoir s'il a des recommandations par rapport à ça. J'ai pas spécialement de recommandations de contre-indications à donner au CBD. Voilà, c'est pas le rôle qu'on va présenter aujourd'hui. C'est quelque chose qui se répand de plus en plus et qui peut avoir des effets apparemment intéressants, mais je pourrais pas vous en dire un peu plus j'ai pas de retour là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, on va voir si ça Oui, le CBD existe en produit vétérinaire, donc effectivement, donc il faut se renseigner. Du coup, c'est des produits du coup phytopharmaceutiques aujourd'hui, donc il faut vraiment se renseigner avec vos vétérinaires pour savoir ce qu'il a en stock ou s'il le recommande. Aujourd'hui, je pourrais pas vous donner de recommandations vraiment par rapport à ça. Alors, je vais garder cette question pour la fin, comme ça on garde des réponses un peu sur les autres sujets à la fin. Enfin, du coup, le paracétamol, c'est un produit que je voulais quand même qu'on voit aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est très fréquent, malheureusement aussi. Donc soit souvent accidentel, soit aussi par automédication, des propriétaires sur leurs animaux. Donc on peut le voir dans presque un quart des cas qu'on a, au Cine TV. Donc ça part d'une bonne intention, hein. Souvent on se dit que ça fait pas beaucoup de mal sur un animal qui peut être un peu fatigué ou avoir une boiterie. Mais malheureusement, c'est un produit qui peut être toxique chez les chiens et en particulier chez les chats. Je veux dire pourquoi, donc en conditions normales, le paracétamol, c'est une molécule qui va être éliminée par le foie. Donc lors de surdosage du paracétamol, le foie va être un peu dépassé par ce surdosage et ça va entraîner du coup des lésions donc sur le foie et aussi au niveau des globules rouges, hein, du sang. Donc c'est quelque chose qui arrive aussi chez l'humain d'ailleurs, hein. Chez l'humain, on fait de plus en plus attention à ça. Les surdosages de paracétamol peuvent être toxiques aussi chez nous, chez les humains, mais chez les chats, ils ont une sensibilité encore plus accrue parce qu'ils ont un métabolisme, du foie qui est particulier, qui va faire en sorte que le paracétamol devient toxique à des doses très faibles. C'est-à-dire là, 10 milligrammes kilo, c'est-à-dire qu'un chat de 100 kilos peut être malade avec un demi, enfin un dixième de comprimé à 500 milligrammes de paracétamol. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc il faut faire attention, il faut vraiment pas donner de paracétamol à des chats. Le chien est moins sensible, mais il y a aussi une dose toxique qui est plus faible que chez l'humain et il peut avoir des problèmes à partir de 50 milligrammes kilo si on donne du paracétamol régulièrement à ces doses-là à un chien. Donc dans les signes cliniques qui sont présentés, donc assez rapidement, il va avoir des troubles digestifs.
Hem, je vais garder les questions pour la fin, je continue. Je continue. Il peut avoir des troubles, donc digestifs et aussi des troubles, généraux, assez rapidement, donc dans les 24 heures après ingestion, de paracétamol. Et donc ça peut se prolonger par des troubles qui apparaissent un peu plus tard, au niveau du foie et au niveau du coup des globules rouges. Donc l'hémolyse intravasculaire, c'est-à-dire c'est des globules rouges qui sont détruits, et ça va provoquer du coup anémie, ictère, c'est-à-dire, une jaunisse, hein, ce qu'on appelle jaunisse chez l'humain, et donc ça peut être associé à des troubles neurologiques ou rénaux. Chez le chien, ça va être, à peu près la même chose, hein. Donc là, c'est une photo de chat, et là, c'est plutôt les symptômes décrits chez les chats. Mais chez les chiens, c'est à peu près similaire, avec, des un symptôme qui s'appelle du coup la méthémoglobinémie, qui vont marquer. Donc la méthémoglobinémie, c'est en fait, c'est ce qui va faire ces muqueuses qui ont un aspect un peu bleu grisâtre, qui apparaît, assez rapidement, chez le chat lorsqu'il a été intoxiqué. Et donc du coup, comme je disais, en plus de l'atteinte hépatique, sur des fortes doses, il peut y avoir des troubles, rénaux, chez les chiens, comme chez les chats. Donc la prise en charge chez ces 2 animaux est donc d'abord par un traitement, éliminatoire. On essaie de faire vomir les animaux pour limiter l'absorption, et du coup pareil, on met du charbon activé. Et ensuite, si besoin, on va mettre des traitements spécifiques, enfin, des traitements de soutien, pardon, donc une perfusion et des mesures de soutien de l'animal, et il existe aussi des traitements spécifiques qui vont limiter l'effet du paracétamol sur le foie, sans forcément non plus être, des traitements, antidotiques. En tout cas, ça peut limiter l'effet du paracétamol sur le foie et le sang. On pense en particulier à ce qu'on appelle la N-acétylcystéine, qui est un traitement qu'on peut donner chez ces animaux dans ces cas-là. Donc le pronostic peut être bon, hein, pareil, hein, ça va dépendre un peu de la dose ingérée et des signes qui sont présentés par l'animal. Le pronostic, il faut quand même être réservé sur les premiers jours, et prudent sur les premières semaines, les 1-2 semaines après l'ingestion, pour voir pour surveiller les séquelles hépatiques et sanguines du chat ou du chien, bien sûr. Et donc en conclusion, donc les intoxications animales c'est des problèmes, qui sont très fréquemment rencontrés, avec des contextes très variés, et qui sont dus donc du coup au comportement, exploratoire naturel des animaux. Mais tous les épuisants ne sont pas toxiques, même s'il y en a quand même beaucoup. Et donc la première chose à faire, c'est de se renseigner si possible. Donc toujours se référer à son vétérinaire traitant en premier lieu, qui va nous indiquer, quand c'est possible de décontaminer, et voilà, si c'est recommandé. Et donc on va limiter toutes les recettes et antidotes de fortune qu'on peut trouver sur internet, qui peuvent être plus problématiques qu'autre chose. Et donc, pour les intoxications fréquentes qu'on a citées après, je mets l'emphase sur attention à l'automédication, qui peut malheureusement provoquer plus de problèmes qu'en guérir. Et donc bien sûr, il faut essayer de protéger tous les produits alimentaires, médicamenteux et produits ménagers, comme pour un enfant. Voilà, il faut essayer de il y a des moyens pour les animaux qui sont très curieux ou très agités, et il y a des moyens de protéger un peu son appartement ou sa maison pour, limiter l'accès à ces produits. Et donc dernière chose vraiment, quelque chose qu'il faut bien souligner, c'est vraiment le lys qu'il faut, absolument, interdire en présence de chats, parce que la toxicité est très grave et facile, même à faible dose. Voilà tout pour cette présentation. Voilà, on est pile dans les temps. On va essayer de répondre aux quelques questions que j'ai vues passer, et ouais. OK. Donc les huiles essentielles pour les chats, même en diffusion, peut les intoxiquer. Oui, effectivement, les chats sont sensibles aux huiles essentielles. Après, ça va dépendre bien sûr du type d'huile essentielle, et de la dose. En diffusion, en fait, en diffusion, la chose qu'il faut faire, c'est
faire en sorte que la pièce reste quand même aérée. Parce que du coup, en diffusion, bon, le contact est moins fort, hein, les huiles essentielles sont aussi vraiment quand souvent il y a un contact cutané, quand il y a un produit qui est déversé sur l'animal. En diffusion, il y a moins de problèmes, mais les animaux, ils sont quand même plus sensibles que nous au niveau nasal et respiratoire. Et donc, du coup, si on reste dans une pièce qui est enfermée, il y a pas d'aération et on laisse un diffuseur d'huile essentielle pendant très longtemps avec un chat, il peut avoir des problèmes. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui peut être dangereux chez les chats, même en diffusion. Heu, alors, alors, tu avais une question sur l'ivermectine? Ah oui. Ah oui, non, c'est la réponse à la question. Alors, bah, c'est une question qui est un peu sensible, hein, je vais le dire directement. Heu, là, ouais, la question c'est: «Est-ce qu'un médicament vétérinaire antiparasitaire peut intoxiquer un chien, libre avec dos?» La réponse est que malheureusement tous les médicaments peuvent être, un minimum dangereux chez n'importe quel utilisateur, même, comme je disais, le paracétamol peut être dangereux chez les chiens, chez les humains. Hem, mais quand ils sortent mis sur le marché, ils sont mis, avec une autorisation de mise sur le marché qui est fait du coup, qui demande des études, de la sécurité et de l'efficacité du médicament. Donc c'est-à-dire quand les médicaments sortent, ils sont censés être, enfin, sont pas dangereux pour les animaux et donc il peut avoir des effets indésirables, hein, bien sûr, comme tous les médicaments, mais ceux-là sont listés sur le manuel, la notice d'utilisation des médicaments et sauf problème, il n'y a pas plus d'effet que ces médicaments-là. Donc, en particulier, du coup, il y a un système de surveillance, hein, des médicaments qui s'appelle la pharmacovigilance, qui existe chez les humains et chez les vétérinaires, qui vérifie l'efficacité et surtout aussi la sécurité des médicaments. Donc aujourd'hui, on sait que le Bravecto n'est pas plus, dangereux qu'un autre produit vétérinaire, enfin, utilisé en vermifuge, ou en antiparasitaire externe, chez les chiens et chez les chats. Voilà. Donc nous, on travaille avec le service de pharmacovigilance, hein, le service qui surveille du coup les effets indésirables chez les médicaments. Libravecto a une réputation, qui était un peu, sulfureuse au début de son lancement. Mais aujourd'hui, a priori, il y a pas de traces, d'effets indésirables plus marqués que ce qui a noté, sur la notice, et sur la notice d'utilisation du produit. Les carottes sont toxiques? Non, pas spécialement, pas spécialement de toxicité chez les carottes chez les chiens comme chez les chats. Pourquoi la valériane existe chez les chats? Bonne question, mais on n'a pas forcément tous les mécanismes, d'utilisation, enfin les mécanismes qui provoquent les symptômes chez les animaux, hein. On sait effectivement que la valériane est une plante qui peut être un peu excitante chez les chats, mais je ne pourrais pas vous donner d'explication, sur ce mécanisme. Les noix sont-elles toxiques? Alors donc les noix en elles-mêmes ne sont pas spécialement toxiques chez les chiens. Ce qui va être problématique, ça va être les noix sur lesquelles se sont développées des moisissures. Voilà, c'est quelque chose qu'on a très souvent aussi, et même assez fréquemment en ce moment. C'est en automne ou enfin la fin de l'hiver. C'est des noix sur lesquelles se sont développées des moisissures en fait qui vont produire des mycotoxines, ce qu'on appelle des mycotoxines, qui sont, elles, toxiques chez les chiens et qui vont provoquer des troubles digestifs et des troubles neurologiques. Donc voilà, les noix elles-mêmes, c'est pas spécialement toxique, ça peut provoquer, des troubles digestifs par irritation, mais le problème, c'est en fait ces noix moisies que les chiens peuvent manger et s'intoxiquer avec ça, et donc ça va provoquer des tremblements surtout, en fait, qui peuvent se développer en convulsions et donc c'est des mycotoxines, donc les moisissures qui peuvent être aussi, qu'on peut retrouver dans d'autres types de produits, dans du compost ou d'autres produits, sur lesquels les moisissures se sont développées. Voilà. Conseillez-vous Pourquoi pas? Voilà, comme d'autres produits, vétérinaires de type pansement digestif ou charbon activé, effectivement, ça peut être intéressant d'en avoir chez vous en préventif. Les vétérinaires souvent quand ils donnent enfin, il peut avoir si vous avez l'utilisation de charbon activé une fois, il peut avoir un peu de reste que
que vous pouvez garder après, selon la durée de l'utilisation du produit. Après, dans tous les cas, je vous recommanderais quand même de ne pas l'utiliser forcément sans connaissance de cause, enfin, sans savoir, si c'est intéressant, utile de le mettre en place, donc du coup, toujours avec un avis vétérinaire si c'est possible. Est-ce que les feuilles des bambous sont toxiques chez les chats? Non, il n'y a pas de toxicité particulière du bambou chez les chats ou les chiens. Le miel est-il toxique pour le chien? Non plus. Ce qui peut être problématique, ça va être le taux de sucre qui peut provoquer un peu d'excitation, de soif, etc., de troubles digestifs, mais il n'y a pas de toxicité à proprement parler. Une question sur le muguet, savoir si c'était vraiment toxique chez le chat. Ouais. Alors du coup, on va y répondre comme on est dans la saison. Effectivement, le muguet est toxique chez les carnivores domestiques, chez les chiens. Ça peut provoquer des troubles digestifs et des troubles cardiaques. Donc surtout à haute dose. Pareil, malheureusement, avec les plantes, on n'a pas forcément des doses précises, hein, de toxicité, mais on sait que sur des hautes doses, le muguet peut être potentiellement dangereux. Donc il faut essayer de limiter cet accès-là pour la semaine qui arrive. Alors, alors je sais qu'on avait jusqu'à 20h15, 20h20 maximum, donc je vais voir si, parce que je sais que les intoxications peuvent provoquer beaucoup, beaucoup de questions. Donc on va y répondre à quelqu'un. Oui. Il n'existe pas de liste exhaustive de végétaux dangereux pour les chiens. Je vais dire quelque chose, non. Malheureusement, non. Vous nous appelez. Si possible, effectivement, il faut contacter vos vétérinaires ou nous appeler pour avoir des informations. Alors, donner des comprimés de levure quand on a une machin. Alors pareil, je vais pas, ça dépend pourquoi, ça dépend de la dose. Enfin, je vais pas m'engager sur une réponse là-dessus. La levure de bière n'est pas toxique chez les chats, hein. Le sélénium non plus à faible dose. Après, je ne vais pas vous recommander spécialement d'en donner chez un chat. Pareil, le mieux c'est de contacter votre vétérinaire qui va vous répondre par rapport à ce que vous voulez faire et au cas de votre chat. Alors les glands, ça peut, voilà, aujourd'hui on sait que ça provoque surtout les troubles digestifs. C'est irritant, c'est astringent, donc ça va provoquer vomissements et diarrhée plus ou moins profuses. Il y a a priori potentiellement enfin des cas rapportés de troubles cardiaques, pardon, de troubles rénaux ou hépatiques. Donc à éviter, voilà, s'il en mange 1 ou 2 de temps en temps, c'est pas très grave. S'il dévore en sachet, enfin sachet, hein, s'il dévore un tas de glands, tous les jours, ça peut être problématique. Surtout enfin voilà, surtout au niveau digestif, sans que ça fait des vomissements et des diarrhées qui peuvent être assez graves, donc à faire attention. Ouais. Oui, pour le chocolat. Voilà. OK, je pense qu'on va je réponds à la dernière question du coup qui a cette errance. Pour vous appeler, quel est le numéro? Alors, pour nous appeler, en fait, il faudra d'abord passer par votre vétérinaire. C'est vraiment notre démarche. On veut d'abord que le vétérinaire soit le référent, en fait, le référent de vos cas, parce qu'il pourra vous répondre plus facilement par rapport à l'animal, par rapport au cas à la question que vous voulez avoir. Et malheureusement, nous, on n'a pas forcément les ressources, on va dire, humaines pour répondre à tous les appels de France sur les toxiques. Donc vraiment, votre référence, c'est d'abord le vétérinaire qui, heureusement, connaît la plupart des cas de toxiques, d'intoxication, qui pourra du coup vous renseigner par rapport à lui, sa disponibilité, etc., etc. Donc, toujours appeler votre vétérinaire en premier lieu, qui, si besoin, s'il n'a pas l'information ou si, voilà, s'il n'a pas forcément le temps de vous répondre ou de vous faire les recherches, qui pourra vous rediriger vers nous si besoin. Voilà. Ben, merci beaucoup. En tout cas, on voit que ça suscite beaucoup, beaucoup d'interrogations. En tout Mm. cas, on répondra aux questions par écrit. Peut-être que vous n'avez pas eu la réponse que vous attendiez oralement, mais il est déjà 20h15, donc on va conclure. Mais en tout cas, vous recevrez prochainement dans votre boîte mail les réponses aux questions. Vous allez aussi recevoir un lien avec le replay. Dès la fin de la conférence, vous recevrez le lien du replay. Et nous, la semaine prochaine, on vous enverra
les réponses à toutes les questions qui auront été posées par écrit. En tout cas, merci beaucoup, docteur Gobina, et aussi Merci. à votre À collègue Lynn. qui a aussi accompagné. Merci à vous deux. C'était vraiment beaucoup de recommandations précieuses. C'était vraiment complet, Mmh. passionnant. Merci encore. Et puis, on se retrouve pour, en tout cas, tous ceux qui suivent régulièrement nos webconférences, on se retrouve fin juin pour un autre sujet sur la mobilité. Voilà, encore merci à tous, bonne soirée et Merci. Bonne puis à soirée. bientôt. Merci, Au au revoir. revoir. Bonne soirée. Au revoir.